Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de l'acquisition de nouveaux équipements par l'armée malienne, de délestage à Bamako et surtout leur impact sur les ménages et les entreprises, de la visite au Mali du ministre algérien des Affaires étrangères et si le temps nous permet, nous parlerons du Soudan qui a bouclé ces 2 semaines de combat. Pour refaire l'actualité, nous avons autour de la table Badou Sidi Koba, journaliste, Ibrahim Koulibaly Issé, journaliste, et de retour des États-Unis, Modibo Mao Makalo, qui nous dira certainement s'il était en vacances ou en mission. Bonjour et bienvenue. Alors, c'était quoi les États-Unis? Bonjour à tous. Non, les États-Unis, c'était un travail que je suis en train de mener avec un chercheur américain. En fait, il y a une réflexion qui est en train de se mener par rapport à la réforme des institutions de Bretton Woods, qui comprend essentiellement la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, parce qu'il y a 5 filiales, et ainsi que le Fonds monétaire international. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a été créée en juillet 1944. Donc l'année prochaine, ça va faire 80 ans que cette institution ainsi que le Fonds monétaire ont été créés. Et la Banque mondiale s'occupe de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Et aussi la croissance économique inclusive, mais aussi ainsi que le développement durable. C'est-à-dire la prospérité économique, le développement humain et la préservation de l'environnement. Mais aussi vous avez le Fonds monétaire qui est chargé de surveiller le système monétaire international et assurer la stabilité financière au niveau de l'ensemble des pays du monde. Donc ces 2 institutions ont environ 193 pays membres, mais il y a une gouvernance qui n'est pas équitable. Évidemment, vous avez compris que quand ça a été créé en 1944, nous les pays africains, nous n'étions pas indépendants en ce moment, en dehors de l'Éthiopie. Donc maintenant, il s'agit de voir, l'Afrique aujourd'hui fait 1,4 milliard d'habitants. L'Inde fait 1,4 milliard d'habitants, la Chine fait 1,4 milliard d'habitants. La Chine est 2e puissance économique au monde, l'Inde est 5e puissance économique au monde, et si l'Afrique, nous étions un seul pays, nous serions 5e puissance économique au monde, au même titre que l'Inde, sinon tout juste derrière l'Inde. Donc l'idée maintenant, c'est de comment faire que l'Afrique retrouve sa place dans la gouvernance mondiale. Parce que nous avons 55 pays, mais nous avons très peu de voix, non seulement au niveau des Nations Unies, mais aussi des institutions de Bretton Woods. Donc c'est de rééquilibrer un peu cela pour que nous puissions être consultés sur les affaires du monde au niveau du conseil d'administration de ces 2 institutions importantes, mais aussi que nous participions davantage au niveau des quotes-parts, parce que, vous savez, ces institutions ont des ressources et peuvent lever des ressources. Et c'est l'Afrique qui en a le plus besoin aujourd'hui. Et l'Afrique, la population va doubler d'ici 2050. Donc nous serions près de 3 milliards de personnes. Et donc les besoins sont là. L'Afrique est le continent le moins éclairé, le continent qui a le moins d'infrastructures, le continent qui a le plus d'analphabètes, de plus de maladies et de conflits. Donc il va falloir assurer la stabilité et la paix, mais aussi assurer la prospérité partagée et inclusive pour l'ensemble des Africains. Et c'est de cela, de l'Afrique, que va partir la croissance mondiale dans les années à venir. Mais encore faut-il que les Africains se positionnent et aient une propre stratégie, leur propre stratégie de développement, au lieu de s'asseoir et de recevoir des injonctions d'organisations ou de pays ou d'autres pays. Et donc c'est un peu cela que nous D'accord, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, en attendant, l'armée malienne a reçu jeudi un important lot d'équipements militaires livrés par la République populaire de Chine et par un particulier malien, ce qui a salué. Une cérémonie a eu lieu à la plate d'armes de Kati sous la supervision du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Alors,
c'est quoi? C'est juste bon pour le moral ou vraiment on peut sentir les impacts ici? Bon, moi je pense que c'est toujours une très bonne chose pour un pays d'avoir beaucoup d'équipements militaires parce qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre. Et aujourd'hui, moi je pense que le Mali en a suffisamment besoin. Le Mali doit préparer la paix sur le plan interne et sur le plan sous-régional. Parce qu'aujourd'hui, la posture adoptée par le Mali depuis, en tout cas, le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali s'est engagé dans une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie exige des comportements. Donc, équiper l'armée malienne, avoir une certaine souveraineté militaire, moi je pense que c'est extrêmement important, eu égard à un certain nombre de considérations. D'abord, nous sommes dans un pays très vaste. Le Mali est très vaste. Et la nature a été ingrate envers nous dans la plus grande partie de notre territoire. Donc, comment contrôler, comment maintenir la paix, la sécurité et le développement dans cette zone? Moi, je pense que ça passe d'abord par le contrôle du territoire. Et ce contrôle du territoire aussi passe par une armée présente sur l'ensemble du territoire. Comment l'armée peut occuper l'ensemble du Mali si l'armée n'est pas équipée, si l'armée n'a pas les moyens? Donc, on a toujours parlé de frontières poreuses parce qu'on n'a pas suffisamment de militaires, non seulement en quantité et en qualité, et c'est pareil pour les équipements. Donc aujourd'hui, moi je trouve que, en tout cas, c'est une très bonne chose pour notre pays. Non seulement ça va dissuader les ennemis internes, mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, le Mali doit faire extrêmement attention par rapport à la sous-région parce que nous n'avons pas que des amis aujourd'hui dans la sous-région. Donc moi je trouve que à ce stade-là, c'est une très bonne chose. Et c'est une première pour la Chine parce que la Chine, on connaît les Chinois, nous sommes dans une coopération beaucoup plus économique. C'est des infrastructures qu'ils faisaient dans nos pays. Mais aujourd'hui, sur le plan militaire, en tout cas, c'est un très grand pas. C'est ma première nouvelle d'apprendre que, en tout cas, la Chine a fait un tel don d'équipement militaire à un autre pays. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le particulier malien aussi, qui a accompagné, en tout cas, il est à saluer. C'est ça le patriotisme. À un moment donné, chacun doit faire de son mieux, en tout cas pour la patrie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on peut en acquérir plus, ce serait mieux. Et ce qui doit accompagner ça, c'est la formation des hommes. Sinon, moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule porte de sortie pour le Mali, c'est de s'équiper comme il faut sur le plan militaire. Badouya, après les équipements? Après les équipements, il s'agit de songer à comment entretenir les équipements et former les ressources humaines nécessaires pour pouvoir utiliser les équipements. Il est bien beau d'acquérir des équipements flambant neufs, il est bien beau de les présenter à la télévision, mais il faut les exploiter, il faut les utiliser. Parce que l'expérience a démontré qu'on a beau acquérir des armes, s'il y a un conflit quelques mois après le conflit, donc les engins restent, on ne les utilise plus. Vous allez même trouver parfois des lézards dans les réservoirs de ces engins. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais j'entends souvent certains officiers dire que le matériel est très mal entretenu et que souvent même il y a du matériel manga. Il y a certains même quand ils ont besoin d'argent, ils peuvent démonter une batterie d'un Bernheim et aller vendre ça pour se soulager, etc., etc. Maintenant, ce que moi je peux ajouter par rapport à ces équipements, vous savez, le monde est en train d'évoluer. L'Afrique est en train d'évoluer. Les conflits ont changé de nature. Avant, c'était des conflits entre États. D'ailleurs, le dernier conflit meurtrier qui a eu lieu en Afrique, ça, c'était entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 1998, ensuite 2000. Et après ce conflit, je crois qu'entre États africains, les conflits sont rares. Donc, les choses sont en train d'évoluer progressivement. Maintenant, le contexte a changé parce que nous assistons au terrorisme. Donc, la plupart des États africains sont confrontés au terrorisme. C'est une guerre asymétrique. Or, dans une guerre asymétrique, il faut du matériel adapté. Et je sais que nos dirigeants ont compris. Et au-delà de cela, je pense que le Mali aussi a pris des retards en matière d'équipement. Parce que tous les pays qui sont menacés de séparatisme ont une armée forte et bien entraînée. Et c'est cette erreur qu'a eu nos dirigeants. Je crois qu'après les événements de 1963, nos dirigeants devraient songer à doter le Mali d'une armée puissante, d'une armée bien entraînée, une armée capable de faire face à toute vérité sécessionniste. C'est ce qui n'a pas été fait. On a essayé de politiser l'armée. On a dit que le Mali n'a pas besoin de forces armées. Le Mali a besoin de forces de sécurité. Donc on a donné nos armes aux forgerons, etc., etc. Donc on a affaibli l'armée. Or, on ne devrait pas affaiblir cette armée. Je crois que le tir est en train d'être rectifié par les autorités de la transition. Maintenant,
comme je l'ai dit, le plus important, c'est comment utiliser ce matériel sur le terrain. Parce que Léon Tolstoï a dit, tout dépend de l'état d'esprit des masses qui versent leur sang sur le front. Avoir des armes, c'est bon, mais il faut avoir le moral, il faut avoir le cœur d'utiliser ces armes. Il faut être bien entraîné, il faut être mieux outillé moralement pour pouvoir utiliser ces armes. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, mais on attend de voir si réellement ces armes seront utilisées sur le terrain. Au-delà de ce que nous avons réussi, peut-être que quand même, moi, ce que j'ai vu à la télé, j'ai vu une artillerie autotractée, des véhicules légers, des véhicules blindés, etc., etc. La dernière fois, c'était des aéronefs, c'était des hélicoptères de combat, etc. Donc ça, c'était un arsenal très important qui est susceptible quand même vraiment de dissuader ceux qui tenteront d'attaquer le Mali. Et on peut dire aujourd'hui dans la sous-région que seule la pluie peut frapper le Mali, sinon aucune autre nation, aucun autre pays ne peut se hasarder à attaquer le Mali. Et je crois que si le matériel est utilisé à bon escient, je crois que les terroristes même vont déposer les armes d'eux-mêmes sans qu'on ne le combatte. Que Dieu vous entende. Alors, Modibo Mao Makalou, il a dit on a les armements, on a une bonne loi de programmation militaire. Est-ce que maintenant on peut s'attendre à voir le bout du tunnel? Mais je l'espère bien. En tout cas, je pense qu'on est sur une bonne trajectoire, personnellement. Vous savez, le 20 janvier 1961, lorsque le président Modibo Keïta demandait la fermeture des bases militaires françaises au Mali, il a dit ceci: on est bien défendu que par soi-même. C'est pour cela que nous avons notre armée nationale bien équipée et solidement soutenue par le peuple lui-même. Bon, je pense que cette armée, pendant cette transition, est une armée nationale qui est soutenue par l'ensemble du pays, en dehors des opinions diverses que les uns et les autres peuvent avoir, mais je n'ai entendu personne dire qu'il était opposé à ce que l'armée faisait. Parce que l'humiliation que nous avons subie ces 10 dernières années, je pense que le peuple malien l'a très mal vécu, et nous soutenons tous notre armée pour sortir de ces difficultés, et nous voulons qu'à l'unisson que nous puissions vraiment recouvrer l'ensemble du territoire, parce que c'est l'État qui doit assurer à travers l'armée, parce que l'armée c'est le bras armé de l'État en réalité, qui doit sécuriser les biens et les personnes sur l'ensemble du territoire. Mais la volonté politique est là. C'est ce que je perçois, que c'est la crédibilité affirmée sur le plan de la défense et de la sécurité. La première chose que je vois en tant qu'économiste, c'est la définition des priorités nationales dans le budget national. Et la défense et la sécurité, c'est 23% des dépenses budgétaires de notre pays. Et on voit le résultat. Parce que d'habitude, c'est très opaque, mais on voit que l'armée est en train d'équiper. Les équipements sont nombreux, mais c'est pour les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas l'armée seulement, parce qu'il faut le binôme. Et ce sont ces deux départements clés qui vraiment sont en train de relever ce défi. Et je pense que ça se fait à merveille. On a parlé de la formation, mais je pense aussi que l'acquisition de matériel et d'équipement doit s'accompagner non seulement de formation, mais d'entretien de ces véhicules, parce que ce sont des infrastructures, et c'est des investissements, mais aussi la formation du personnel, la formation continue du personnel, parce que vous savez aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la formation est continue. Donc il va falloir continuer à se former. Mais ce que je puis dire aussi, c'est que quand même, avec cette remise de l'eau par, en tout cas à la présidence de la République, sous la présidence du président de la transition, le ministre de la Défense a quand même dit que c'est pour construire une armée apte au combat. Ça veut dire que il y a des efforts à faire et que ces efforts sont en train d'être faits, et nous espérons que nous aurons les résultats plus probants, parce qu'on voit déjà une partie de ces résultats, et l'idée c'est quand même que tout le monde soutienne nos autorités par rapport à cet effort gigantesque. Oui, il y a l'aspect, disons, qui rassure, en ce sens qu'on a vu des armements, mais l'éternel débat, est-ce qu'on doit dire à tout le monde que nous avons ces matériels? Ensuite,
probablement on verra les vidéos qui vont dire c'est à Kati, c'est à Mopti. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, on ne doit pas tirer les leçons de ce qui s'est passé pour ne pas communiquer plus que ça, ou est-ce qu'il faut vraiment tout dire? Bon, cette question, effectivement, et ça revient tout le temps. On a dit, moi, la dernière fois, j'avais dit ici que j'avais l'impression que l'armée a sous-traité sa communication avec des vidéomans. Ça peut se comprendre. Parce que, M. Makalou vient de le dire, les 10 dernières années, l'armée malienne, on a subi trop d'humiliation. Donc, maintenant, c'est pour c'est-à-dire monter le moral des populations qu'on monte ça. Maintenant, pour moi, le fait de montrer ces équipements n'est pas un problème. Mais c'est les commentaires qu'on en fait. C'est ça. Parce que du jour au lendemain, il y a des gens qui sortis de nulle part qui se proclament spécialistes des équipements, spécialistes de l'armée, et ils disent du n'importe quoi. Absolument. Moi, je trouve que aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kati, les Maliens ont vu, les Africains ont vu, et le monde entier a vu. Ça permet à tout un chacun de se faire une idée sur la volonté des Maliens désormais de se prendre en charge. Ça donne à tout un chacun une idée de ce que ces autorités-là représentent, de ce que ces autorités-là veulent que leur pays devienne. Et ça dissuade nos ennemis, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Sur ce plan, c'est extrêmement important. Et même nous autres Maliens, ça nous donne l'idée que il y a des gens qui sont en train de tout faire pour mettre notre armée à hauteur de combat, pour que désormais nos frères, nos fils, nos enfants ne meurent plus comme des mouches, pour que désormais l'armée ne fuit plus, entre parenthèses comme c'était le cas, repli stratégique, on abandonne les équipements militaires à l'ennemi. Donc moi je pense que psychologiquement, il y a un travail qui est en train de se faire en montrant ces équipements-là. Ça donne un effet psychologique. Donc, sur ce plan, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, les autres détails, c'est caché dans tels endroits, c'est dans telle base, c'est voilà les capacités et autre chose. Moi, je trouve que ce n'est pas la peine. Sinon, toutes les armées du monde font ça. Rien que lors des fêtes d'indépendance, on voit des défilés, que ce soit en Corée, dans d'autres pays, on voit des défilés. Et tout dernièrement, c'était l'indépendance du Sénégal. On a vu le défilé de l'armée sénégalaise. Donc, chacun essaie d'impressionner. Et aujourd'hui, en relations internationales, il y a ce qu'on appelle, la notion de puissance, il y a ce qu'on appelle le hard power. Le hard power, ça c'est la base, c'est la puissance militaire. Aujourd'hui, la base de toute puissance est d'abord militaire. Donc, après la puissance militaire, il y a la puissance économique. Un État qui n'est pas puissant militairement ne peut même pas assurer son économie. Donc, c'est ce que les États-Unis font. Aujourd'hui, moi, je pense que la guerre en Ukraine, en tout cas, est le résumé de tout ce qu'on peut parler comme théorie de puissance aujourd'hui. Aujourd'hui, si la Russie fait face à tout l'Occident et aux États-Unis, tout le monde est réuni, c'est grâce à son armée. D'accord. Badou. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on dit la grande miette. Donc, quand on dit la grande miette, on parle de discrétion. Donc, on ne doit pas exposer l'ensemble des équipements d'une armée nationale. Surtout que cette armée est en guerre depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on doit garder un certain nombre de secrets. Il est dommage quand même qu'on voit des vidéomans dire qu'un Sukhoi 25 peut faire tel nombre de kilomètres en quelques heures, ou bien, je ne sais pas, un Mi-35 peut faire tel nombre de kilomètres à tel nombre d'heures. Moi, je pense que ça, c'est aller un peu trop loin. Mais il revient à la hiérarchie militaire de se ressaisir et de parler à certains pour leur faire comprendre qu'il s'agit d'une armée, il s'agit des équipements d'une armée et que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Parce que dans cette guerre-là, sur les renseignements comptent beaucoup. Il y a les équipements, mais celui qui détient la clé du renseignement, c'est ce dernier qui est susceptible de gagner la guerre. Parce qu'il faut savoir quand et où l'ennemi va frapper. Tu as beau être équipé, si tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi va frapper, où l'ennemi va frapper, je pense que ton équipement risque de devenir de la ferraille. L'exemple a été donné par les Américains au Vietnam. L'une des raisons pour lesquelles les Américains ont échoué au Vietnam, c'est le renseignement. Je parle par rapport à un documentaire que j'ai suivi. Si nous utilisons des B-52,
super forteresses volantes, ils ont utilisé des porte-avions, etc. Mais ça n'a pas marché. Donc pour le cas spécifique du Mali, je pense que la hiérarchie militaire, le général Oumar Diarra, pour qui nous avons beaucoup d'admiration, et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Kamara, on ne leur apprend rien sur les questions militaires. Donc peut-être ils pourront parler à nos amis, à nos confrères, pour leur faire savoir qu'il est bon de faire la propagande. Mais la propagande aussi a ses limites. Sinon, pendant les défilés militaires, on voit comment les puissances font sortir leurs engins, etc. On a vu Poutine, après l'annexion de la Crimée, organiser un imposant défilé militaire pour dissuader ceux qui tenteront peut-être de faire une quelconque action pour arracher la Crimée, je ne sais pas, à la Russie. Et au-delà de cela, comme il a dit, les grandes puissances songent à s'équiper, à s'armer. Et récemment, les Chinois ont essayé d'intimider Taïwan. Quand Nancy Pelosi a effectué une visite à Taïwan, les Chinois ont procédé à des exercices militaires. Quand la présidente taïwanaise s'est rendue aux États-Unis, les Chinois ont dit que nous avons achevé de boucler l'île de Taïwan. Donc c'est une manière de dire aux Américains, si ça continue, ne soyez pas surpris si nous attaquons votre allié qui fait partie de notre territoire demain. Donc tout pays a besoin d'une armée forte. Et dans le cas spécifique du Mali, je pense que ceux qui viendront après la transition auront peut-être la sagesse de conserver cet équipement. Parce que je ne cesserai de le dire sur votre plateau, tous les pays qui sont menacés de séparatisme, tous les pays où une partie de la population se lève pendant les ans pour dire qu'elle veut son indépendance, tous ces pays-là ont des armées puissantes, sauf le Mali. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Mali, parce que certains politiciens nous ont dit que nous n'avons plus besoin d'une armée forte, nous avons besoin de forces de sécurité. On a vu pendant des sketchs je ne sais pas, des comédiens jeter des armes pour dire qu'on ne fera plus la guerre. Donc c'était dans un autre contexte. Voilà. Donc c'est pour dire que... On va revenir. Voilà. Modibo Mahakalou, vous avez dit 25% du budget. 23% exactement. 23% du budget. Presque 25. Voilà. Alors, il y a normalement, on le dit, hein, ça doit aller, la guerre, le combat doit aller avec le développement. Est-ce que cet investissement ne se fait pas au détriment des projets de développement? Non, pas du tout. Je pense que si vous observez vraiment les lignes budgétaires dans notre budget d'État, c'est 23% pour la défense et la sécurité. Mais vous savez qu'est-ce qui vient après ces deux postes? Ce sont les enseignements. 19% de notre budget part dans les enseignements, les différents ordres d'enseignement. Pourtant avec des résultats beaucoup moins probants. Et ensuite, vous avez l'agriculture qui est un peu plus de 10%, un peu moins de 10,5%. Et vous avez ensuite la santé et comment ça s'appelle l'agriculture social et le développement social qui sont à environ 9%. Ça, ce sont les 4 postes budgétaires les plus importants de la République. Donc, c'est dans le bon ordre. Mais maintenant, ce qui pose problème, c'est l'efficacité de la dépense publique. Nous voyons ce que l'armée, en tout cas maintenant on commence à voir, parce que la première loi d'orientation et de programmation militaire sur la période 2015-2019, c'était 1230 milliards de francs CFA qui étaient programmés, avec un dépassement d'environ 100 milliards. Mais on n'a rien vu. Mais l'armée ne doit pas tout montrer, et je ne pense pas que notre armée soit en train de tout monter. J'ai la liste de ceux qui auraient été acquis avec la République populaire de Chine. Je pense que tout n'a pas été montré. Mais maintenant, vous savez, il y avait un grand chef de guerre qui disait que la dissuasion est plus importante que la force. Le travail de communication que l'armée est en train de faire est en train d'être sapé par des non-spécialistes et des gens qui sont en train de se propager sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et qui est en train de mettre à faux la crédibilité même de l'armée. Parce que ces images que vous voyez avec ces équipements, je pense qu'il y a une direction de la communication de l'armée, DIRPA, doit donner des éléments de langage à la presse professionnelle. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de dire tout et son contraire, pour ceux qui en savent un peu, ça ne paraît pas crédible. Et ça va en porte-à-faux avec l'action de l'armée. Donc il faut vraiment que vous, en tant que personne de la presse, vous parlez avec vos concitoyens, et aussi que les autorités prennent leurs responsabilités, que tout le monde ne doit pas communiquer sur l'armée.
que quand ces équipements viennent, ou qu'ils prennent les éléments de langage avec l'armée et se tiennent à cela, au lieu d'aller dire des choses qui ne sont pas crédibles et qui décrédibilisent notre armée, parce qu'on va croire que c'est de la propagande, alors qu'on n'est pas dans ce sens. Dernièrement, ce que je veux dire, il n'y a pas... C'est une résolution des sommets des Nations Unies, je pense en 2005, qui l'a dit. Il n'y a pas de développement sans paix, et il n'y a pas de paix sans développement. Donc les deux se tiennent. D'accord. Alors, toujours dans le cadre du développement, on va parler des délestages au Mali. Quel impact sur les entreprises, sur les petits métiers? Pascal Traoré a promené son micro, on l'écoute avant de revenir. Bonjour, comme vous le voyez, aujourd'hui nous nous sommes promenés dans les rues de Bamako pour recueillir quelques réactions suite au délestage, la coupure d'électricité. Voici les réactions de quelques personnes. Bon, courantigɛ an bɛ se k'a fɔ bon courantigɛ a bɛ se ka ko caman de lase mɔgɔ ma mɔgɔ sɔn a bɛ se ka ko caman lase fantanw de ma groupe se tɛ mun ye bon alhamdulilayi rabil alamin yan kɔni yanni courant bɛ tigɛ yan ni courant tigɛla yan temps bɛ se ka temps dɔɔni min ta ka taa groupe bila la olu bɛ client degun dɔɔni sinon n'o a pas ça degun temps an tɛ degun ɲɛnama santi courant tigɛ ko la parce que groupe b'an bolo an bɛ se ka courant échanger groupe la ya mais jamana yɛrɛ kɔnɔ a ka gɛlɛ wa groupe bɛ waritigi dɔw bolo mais groupe tɛ dɔw bolo a bɛ se ka degun lase olu ma sinon café kɔnɔ yan alhamdulilayi ni groupe tɛ yen kɔni an bɛ se ka courant an bɛ se ka ni courant tɛ yen an bɛ se ka groupe bila an bɛ taa ni min ta ka taa groupe bila la olu bɛ se ka degun dɔɔni lase client ma dɔɔni i ka ya sinon an bɛ se ka groupe changer ni courant ye courant ko ta fan na café kɔnɔ yan kɔni a degunba t'an kan. Bon, an bɛ se k'a fɔ a bɛ degun na s'an ma degun damadɔni yɛrɛ degunba yɛrɛ parce que an bɛ GDG yan nɔ donc a bɛ se k'an to GDG la courant bɛ tigɛ bon ni courant tigɛra obligatoire client bɛ yan client bɛ obligé ka taa parce que tuma dɔ la courant tɛ na joona hali n'a nana joona courant bɛ nana ni ka tigɛli min kɛ donc a bɛ client na décourager G yɛrɛ la donc an kun obligé la ka groupe de fana san bon courant tigɛli yɛrɛ a ye groupe jeni an ye groupe ko jɔ an ka télé yɛrɛ kun ye 2 de fana bon courant tigɛli fana na kuma dɔ la a bɛ bari ka na kuma dɔ la a bɛ bari ka tigɛ a ye télé ŋɛnɛ fana fɛn jeni bon fo an obligé la sisan ka stabilisateur de sa yɛrɛ ɲɛ b'a la stabilisateur bɛ yɔrɔ la peut-être tu vois un peu bon an yɛrɛ kun bɛ ka panneau yɛrɛ de ɲɛnabɔ sisan ka panneau ɲini mun ka wusa ni k'a to énergie yɛrɛ ka bolo ma parce que hali n'i ko k'i bɛ groupe ta tuma dɔ la yɛrɛ groupe fana bɛ se ka cɛn mais ni panneau b'i bolo o bɛ économiser min kɛ courant yɛrɛ la donc o bɛ se k'i dɛmɛ i ka su yɛrɛ baara kɔnɔna la. Alors, on entend quelques récriminations ici. Est-ce que c'est une fatalité finalement? Non, ce n'est pas une fatalité. Moi, je pense que le problème de l'électricité au Mali est un vieux problème. Donc, nous avons tous connu ici des années de délestage à n'en pas finir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de Malikoura, quand on parle de changement, ce sont des mots très forts, des engagements très forts qui exigent de nouveaux comportements. Donc, à un moment donné, le ministre avait dit quand même que cette année n'allait pas être comme l'année dernière et qu'il allait avoir un léger mieux. Mais malheureusement, le constat est que ce léger mieux tarde à venir. Et nous sommes dans une période de forte chaleur. Donc, nous venons de finir avec le mois de Ramadan. Ça, c'est un mois de grande consommation d'électricité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les populations continuent à se plaindre des délestages à ne pas finir. Il y a des quartiers même, dans les 24 heures, s'ils ont l'électricité, c'est 3 à 4 heures par jour. Donc, c'est difficile pour les ménages, d'abord. Secondement, c'est pour l'économie. Parce qu'aujourd'hui, imaginez tous ces soudeurs-là, tous ces gens-là qui vendent des produits conservés dans des frigos et autres, et tous ceux qui travaillent, qui font de petits métiers avec surtout les industriels. Donc moi je pense que c'est un vrai problème. Mais du côté de l'énergie, quand on essaie de creuser un peu, on se rend compte que le ministère a fourni de gros efforts. Ils ont payé des groupes électrogènes qui sont là. Mais malheureusement, le problème c'est quoi? Il y a le transport de l'électricité qui cause problème. Les groupes sont là, capables de produire de l'électricité en quantité, mais les moyens de transport de l'électricité de ces groupes vers, en tout cas, les populations, les clients,
C'est ce qui cause problème parce que le réseau de distribution est vétuste, il y a eu un manque d'entretien, donc ça cause d'énormément de problèmes. Or, moi, j'ai mené mes petites enquêtes. Quand le ministre disait que cette année, ça n'allait pas être comme l'année prochaine, il avait dit en comptant sur les groupes qu'ils allaient acheter. Et effectivement, ils ont acheté les groupes. Mais malheureusement, le problème de distribution est là. Donc, ça fait que les gens n'ont pas l'électricité au finish. Donc, ça crée un problème. Mais on m'a dit qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de chercher des solutions à ça, sans compter que le prix du carburant a grimpé. Or, Dar Salam, donc d'autres, ça consomme beaucoup de carburant. Et le prix du carburant ayant grimpé, ça fait que vraiment aujourd'hui, le problème de l'électricité est un vrai problème que les autorités doivent prendre en prendre le corps. Badou, qui on peut blâmer? On peut blâmer tout le monde. Okay. On peut blâmer nos autorités de 1960 à nos jours. Parce qu'il est impensable qu'après 63 ans d'indépendance, que l'électricité soit un luxe pour les Maliens. D'abord, il y a la houille blanche. Je vais parler des cours d'eau. Il y a l'éolienne, il y a le solaire. Et je pense que les autorités ont eu suffisamment le temps de mettre ensemble les ressources humaines nécessaires pour travailler sur ces différents systèmes pour que nous puissions avoir de l'électricité. Au Japon, en Italie, ils ont fait travailler leur cerveau. Et l'énergie produite par les volcans, cette énergie est là, l'énergie géothermique. Donc ce que je vais tout simplement dire, pour le cas spécifique du Mali, excusez-moi, moi je dirais peut-être qu'il y a une toute petite malédiction par rapport à l'électricité. Vous m'excusez, parce qu'il y a le barrage de Manantali, il y a le barrage de Selengue, il y a le barrage de Sotiba, il y a le barrage de Gouina, il y a Balengue 1, Balengue 2, il y a la centrale thermique de Dar Salam, il y a la centrale hybride qui a été construite à plus de 80 milliards de francs CFA. Avec tout ça, avec tout ça, on nous parle encore d'électricité. Vous voyez que c'est dommage. C'est triste quand je vois les rues noires et quand l'électricité vient, quand je vois des enfants en train de coche-au-corps sortir dans la rue, applaudir qu'au courant dans la cour. Ça fait mal. Donc ce que je veux dire, il y a un problème et il faut résoudre ce problème. Je pense qu'il faut mettre ensemble les ressources humaines et au-delà des ressources humaines, il faut gérer l'énergie. Il faut changer à la gestion même de l'énergie en tant que telle. Il y a un problème de gestion qui se pose. Le ministre Seydou Lamine Traoré, il sort chaque fois, il fait des déclarations d'annonce, il nous transporte dans des bus pour aller visiter des sites. Ce n'est pas ça la solution. Il ne s'agit pas d'aller visiter des sites, il s'agit de nous donner de l'électricité. Et l'État du Mali a les moyens de donner de l'électricité à tout le monde. Quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Nous sommes des journalistes, nous ne soutenons personne, mais nous soutenons la vérité. Je pense qu'après plusieurs années, nos autorités doivent enfin songer à voir comment faire pour que tout le monde ait accès à l'électricité. Parce que quand vous prenez le taux de pourcentage, le nombre d'habitants et le taux d'électrification, vraiment, ça fait froid dans le dos. Je n'ai même pas en parler sur ce plateau, parce que si j'en parle sur le plateau, certains vont prendre leur tête. Et pour terminer, je pense que nous devons avoir les moyens pour pouvoir maîtriser nos cours d'eau. Il y a combien de lacs? Il y a le lac Télé, il y a le lac Fati, il y a le lac Oro, il y a le lac Debo, il y a le lac Magui. Donc on peut conserver tout ça. Je me rappelle bien, on était à bord du bateau Kankou Moussa lors de son premier voyage sur le nord. Les Chinois arrivent au niveau du lac Debo. Les Chinois ont hurlé. Les gens sont venus, mais les gens les ont dit, mais pourquoi vous criez? Mais ils ont dit, mais il ne peut pas avoir une telle quantité d'eau dans un pays que les gens meurent de faim et qu'on dise qu'il n'y a pas d'électricité. En 2014, on a été à Selengue avec les Ardennes mondialistes. On est parti avec des Espagnols visiter le barrage de Selengue. Quand ils ont vu le lac de retenue d'eau, mais ils nous ont dit que vous les Maliens, vous êtes des clowns, vous êtes des comédiens, vous ne voulez pas travailler sur tout. Donc moi je pense que, arrêtons de spéculer. C'est la responsabilité des autorités de donner l'électricité à tout le monde. Il faut que nous nous mettions ensemble, il faut qu'on mette ensemble les ressources humaines. Et le CRES, à un moment donné, on avait mis en place un système sur la colline, centre régional d'énergie solaire. Je ne sais pas ce que c'est devenu. C'est devenu la Madère maintenant. C'est devenu la Madère. La Madère, je vois les lampadaires de la Madère sur la route en partant à Ségou à Mopti. Je pense que souvent on a comme l'impression que quand une moto n'a plus de batterie, ça a besoin d'une petite lumière pâle. On a l'impression que c'est ça. Non, c'est la vérité qu'on est en train de dire. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ça, qu'ils nous donnent de l'électricité, qu'ils mettent ensemble les ressources humaines nécessaires pour qu'on ait de l'électricité. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire qui est en train de se produire. J'ai un ami guinéen qui m'a dit qu'aujourd'hui, nous, on se moque des Maliens parce qu'on donne les courants par quartier à Bamako. C'est ça la vérité. Si Badalabouga a l'électricité,
on coupe vers minuit, 1h du matin, on donne à Fombabou, etc., etc. Je pensais que ça c'était terminé. C'est ce qui est en train de se produire. Le ministre Seydou Lamine, il m'entend, il me voit. Donc qu'il se ressaisisse. Ces histoires de groupe là, c'est la comédie. Arrêtons avec ces histoires de groupe qui nous donnent de l'électricité. C'est ce que nous voulons. Ok, Modibo Maoumakalou, quel impact sur les ménages et les entreprises? Bon, l'impact est quand même certain sur les ménages et les entreprises. Vous savez, la croissance économique, il y a une corrélation positive entre la croissance économique et l'accès à l'électricité. C'est-à-dire que ces coupures engendrent un manque à gagner énorme pour les populations et surtout les populations les plus vulnérables. Parce que ceux qui ont les moyens, enfin les populations les plus aisées ont les moyens de s'acheter des petits groupes ou des grands groupes. Mais imaginez le boutiquier, le vulcanisateur, la vendeuse de poissons. Même nos hôpitaux. Non, non, je parle des personnes, pas des ménages, mais des individus qui vivent au jour le jour pour gagner leur vie et qui achètent de la marchandise qui n'arrivent pas à vendre et qui n'arrivent pas à conserver. Vous imaginez, c'est un drame pour ces personnes-là. Mais en dehors de cela, c'est tout le pays qui subit sur le plan économique, social et même la sécurité. Parce que plus vous avez de lumière, moins vous avez d'insécurité. Mais au-delà de cela, je pense que il faut reconnaître, pour quand même avoir suivi un peu ce dossier au niveau de la présidence pendant 15 ans, disons, il y a eu des efforts. En 2002, le taux d'accès à l'électricité dans notre pays était de 8%. Aujourd'hui, nous sommes à 53%. Sûr? Nous sommes à 53%. Et l'Afrique est le continent le moins électrifié au monde. Nous sommes dans la moyenne des pays africains. Ce n'est pas une excuse, on doit faire plus parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut se développer sans la baisse des coûts des facteurs de production. Et cela comprend l'accès à l'énergie. Pour la simple raison aussi que la cuisson, mais c'est la déforestation qui amène que la plupart des ménages dans nos pays font de la cuisson avec le bois de chauffe et autres. Mais maintenant, pour revenir à EDM, son chiffre d'affaires en 2021 était d'environ 228 milliards. Mais il y a un drame que EDM vit. EDM produit à perte. EDM produit l'électricité à 151,48 francs. Et il le vend à 99,93 francs. Le kilowattheure. Donc chaque kilowattheure qu'il vend, il perd de l'argent. Cette société perd de l'argent. Et l'électricité, M. Kloubel l'a dit, c'est la production, c'est le transport et c'est la distribution. Donc les investissements, EDM n'a pas eu les moyens de faire des investissements. EDM a même des problèmes pour emprunter de l'argent auprès des banques. Sa trésorerie ne lui permet pas. Mais l'État fait des efforts. Vous savez ce que l'État a donné comme subvention l'année dernière à EDM? 60 milliards. Mais avec cela, EDM a fait 39 milliards de pertes. Donc si vous enlevez la subvention, nous étions à presque 100 milliards de pertes. Dû à ce que je viens de vous dire, le coût de revient étant beaucoup plus élevé que le coût de production. EDM, on doit faire un audit complet d'EDM, tant au niveau de la production, de la distribution, du transport que de la distribution. Mais il faut faire aussi un audit financier, technique, organisationnel et commercial. Parce que, vous savez, l'eau et l'électricité étaient couplées avant, et c'était l'eau qui finançait, c'était l'électricité qui finançait l'eau. Mais vous savez, l'eau potable, c'est pas rentable de faire de l'eau potable tout seul. Donc Somagep va se retrouver dans des difficultés à venir, mais tout le monde le sait, mais on est là, on subit encore. Mais quand il n'y a pas d'électricité, en plus, vous n'avez pas accès à l'eau potable non plus, qui est vraiment une denrée de première nécessité, une matière vitale pour la vie de tous les jours. Donc, il ne s'agit pas de voir seulement les coupures, mais il s'agit de voir cet aspect. Bon, maintenant, la nouvelle, parce que j'ai eu quand même à travailler avec les responsables d'EDM, c'est un peu le plan de développement qu'ils sont en train de mettre en œuvre, qu'ils veulent mettre en œuvre, mais encore faudrait-il qu'ils puissent mobiliser les 580 milliards qu'ils ont dans leur plan de développement pour les 5 années à venir. Donc, c'est l'État. L'État ne doit pas leur procurer cet argent, mais l'État doit servir de levier pour accompagner ce plan.
Mais aussi, disons-nous la vérité, c'est l'instabilité institutionnelle au sein d'EDM. Une année au maximum en moyenne pour les directeurs d'EDM. Aucune entreprise ne peut prospérer ainsi. Je crois que et puis la gouvernance, souvent vous avez la présidence qui est impliquée dans la gestion, la primature, le conseil d'administration, la direction. Donc cette gouvernance, il faut rationaliser et responsabiliser ceux qui ont l'autorité de gérer EDM et leur donner des objectifs à atteindre. Qu'il y ait moins d'effets d'annonce, d'écrans de fumée, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est de l'énergie accessible aux Maliens et ça se mesure chaque année. Donc, si vous faites des effets d'annonce et qu'au bout de l'année, vous n'avez pas suivi, évidemment, les Maliens s'en rendront compte et surtout, ça va jeter un discrédit sur cette transition qui a promis de quand même pallier aux carences de notre pays. Nous avons quand même une coopération sous-régionale énergétique. On a l'OMVS, on a également, disons, une entente avec la Côte d'Ivoire et on a un projet CEDEAO. Pourquoi avec tout ça, en mettant tout ça en commun, pourquoi nous en sommes encore là? Bon, ça s'explique par beaucoup de facteurs. Moi, je pense que le chemin classique de l'EDM est un chemin vétus qui n'est plus productif. Il faut que l'EDM revoie carrément, en tout cas, son organisation, comme vient de le dire M. Mao. C'est-à-dire que sa structuration, son organisation, parce que l'EDM, pour beaucoup de gens, l'EDM, c'est l'agent commercial du ministère de l'énergie. Donc, la production se fait ailleurs, l'EDM est chargé de la vente et de la distribution. Donc, il faut que les Maliens comprennent cela. Moi, je pense que ce chemin classique-là, il faut revoir le chemin, voir là où ça ne marche pas. Mais les gens de l'EDM même se défendent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'avec la prolifération des quartiers spontanés, donc, la planification n'est pas faite, elle n'est pas maîtrisée. Tu vas trouver que quelqu'un a un champ de 10 hectares, il commence à morceler, il vend, les gens payent, ils viennent, ils achètent, ils construisent leur maison, quelqu'un tire. Au bout de 2 ans, ce champ de 10 hectares, tu vas trouver qu'il y a 200 à 300 familles qui se sont installées. Alors que ce n'est pas programmé chez l'EDM. Donc ça fait que toutes les programmations sont faussées. Donc l'EDM ne contrôle même pas, en tout cas, tous les réseaux. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde et dans la sous-région, est-ce qu'un pays doit dépendre, en tout cas, d'un autre pays sur le plan énergétique? Ça cause énormément de problèmes. Ouais. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand la Côte d'Ivoire dit, bon, au Mali, on coupe, on ne vous donne plus d'électricité, comment est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, les institutions dont vous parlez, la CEDEAO, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce sont des institutions qui ne marchent pas. Et on a même compris que ces institutions sont des instruments de domination. Ça ne nous sert pas. Donc aujourd'hui, le Mali ne doit pas compter sur ça. Moi, je pense qu'à l'EDM, il faut trouver un autre système, revoir carrément tous les systèmes. Parce qu'il faut se dire aussi une vérité. Il y a une certaine mafia à l'EDM. Donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sorte de cette mafia-là. L'achat de carburant, tout le monde sait ce qui se passe là-dedans. Les gens trouvent que c'est un gros business. Donc, au-delà de ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que normalement, le Mali doit initier d'autres politiques énergétiques. Avec tous ces soleils qui nous brûlent à longueur de journée, nous on doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Pourquoi ne pas encourager les gens, comme on le dit là, tous ceux qui font des quartiers, il faut les dire de basculer carrément sur l'énergie solaire. Ça va alléger quand même, mais ça fera des pertes parce que, voilà. Donc, sur ce plan, moi, je pense que nous devons compter sur personne, nous devons compter sur nous-mêmes, nous devons revoir tout et diminuer les charges de l'EDM. Parce qu'aujourd'hui, l'EDM aussi est devenu une vache laitière. Il faut embaucher tout le monde à l'EDM. Chaque régime qui vient, donc on fait des lots de quotas qu'on bombarde à l'EDM. On dit aux gens de l'EDM, il faut prendre des gens, même si souvent le besoin n'est pas là. Donc l'EDM est devenu un service, comment dirais-je, d'absorption de chômeurs. Donc ça fait que, non, disons-nous la vérité. Donc ça fait que les charges explosent et
ils n'arrivent pas à faire face aux charges. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de est-ce que EDM a justement les moyens de pouvoir imposer une politique énergétique dans ce sens-là? L'EDM appartient à l'État. Si l'État n'a pas les moyens, l'État se donne les moyens. Je pense que l'EDM a bel et bien les moyens et les outils nécessaires pour pouvoir satisfaire sa clientèle. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Parce que, effectivement, c'est un problème de gestion. Oui. Vous allez trouver un agent de l'énergie. Chez lui, il y a 4 climatiseurs. Il y a 4 congélateurs. Il paye peut-être 10%. Et au-delà de cela, vous partez dans les camps militaires. Nous sommes d'accord que les militaires soient dans les conditions, qu'ils aient droit à l'électricité parce qu'ils se sacrifient pour nous. Mais souvent, il y a certaines personnes extérieures qui amènent leurs congélateurs dans les camps militaires pour pouvoir avoir de la glace. Vous partez dans les administrations, c'est ce que je veux dans les administrations, c'est la même chose. Souvent, vous allez trouver que le chef de service, en sortant, il laisse le climatiseur jusqu'au lendemain. Donc, il y a tous ces aspects qui font que la gestion de l'énergie, de l'EDM, c'est un problème. Et il y a le problème de carburant aussi. On nous a rapporté des informations selon lesquelles, souvent, quand le carburant vient, la citerne entre dans la cour, la citerne sort de l'autre côté, avec le carburant. Et quelques moments après, on dit qu'il n'y a pas de carburant. Donc il faut songer à tout ça. Sinon, en matière de barrage, là, le Mali est leader dans la région. Hein. Le Mali est leader en Afrique. C'est tout dernièrement que le Niger est en train d'avoir son barrage, le barrage de Kandadi. Et l'électricité que nous consommons venant de la Côte d'Ivoire, ça vient du barrage de Kossousou, la Bandama. L'électricité du Burkina vient du barrage d'Akosombo. Au Ghana. Donc le Mali est leader en matière de nombre de barrages. Les études de faisabilité du barrage de Kenya à 60 km de Koulikoro sont terminées. Donc ça veut dire que bientôt le barrage de Kenya aussi verra le jour. Il y a le barrage de Taoussa. Donc avec tout ça, quand on parle de problème d'électricité au Mali, c'est même honteux. J'ai honte sur votre plateau de parler de problème d'électricité. Mais c'est la vérité que je vous dis. Non, donc moi je pense que... Je vais tempérer un peu les profondeurs. Voilà. Moi je pense que il faut que les autorités changent de posture. Il faut que EDM change de posture. Comme il l'a dit, il y a le problème de directeur général qui se pose. Au niveau même du recrutement, il y a un problème réel au niveau des agents, etc., etc. Donc, il y a un problème de ressources humaines pour terminer. Donc, il faut revoir tout ça. Sinon, en matière d'électricité, le Mali doit être leader dans la sous-région. C'est le Mali qui doit donner de l'électricité aux autres pays. Ce n'est pas aux autres pays de nous donner de l'électricité. En fait, c'est pas au petit bonheur la chance. Ça coûte cher les investissements dans le domaine. Extrêmement cher. Il a été... Une dernière étude que j'ai vue récemment, c'est qu'il a été estimé que les réseaux en Afrique, il faut 120 milliards de dollars d'investissement dans l'électricité chaque année. Et 60 milliards de dollars uniquement pour les réseaux. C'est énorme. Nous nous sommes penchés un peu sur la question de la mobilisation des financements lors du sommet de Dakar sur le programme de développement des infrastructures en Afrique. Mais pour revenir au cas du Mali, il faut faire extrêmement attention parce que nous avons au moins un déficit de production d'environ 250 MW actuellement, malgré tous ces barrages-là. C'est vrai. Hein? Mais en même temps, on ne peut pas comprendre que la demande d'électricité est supérieure à 10% et qu'on n'arrive pas à trouver les financements pour cela. Ça, c'est aberrant. L'argent existe. Il s'agit d'aller le trouver. Mais même si vous le trouvez, si c'est un pot sans fond et que ça tombe directement par rapport à la gouvernance, comme M. Koulibaly l'a dit, moi je pense qu'il faut revoir un peu la gouvernance d'EDM. C'est comme ça qu'on va trouver la solution. L'État a mis beaucoup d'argent dans EDM. L'État fait de son mieux, mais cet argent, comment il est utilisé, et avec aussi le fait la vente par perte, le coût de revient trop élevé, y compris l'achat de carburant. Pour revenir à cela, le mix énergétique de EDM, le thermique en 2002 était de 27%. Et en 2021, il était de 51%. Donc il a presque doublé le mix énergétique, le thermique. Donc avec la hausse du cours du carburant, vous imaginez. Mais par contre, ce que Badou a dit qui est très intéressant, nous avions sous la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO, qui a été créée en 1973, le CRES que tout le monde connaît à Badalabou, mais qui n'existe plus de nos jours.
le Mali est l'un des pays les plus ensoleillés au monde. Et les coûts des équipements d'énergie solaire ont baissé de 70% ces 10 dernières années. Il y a des pays, il faut aller voir. Moi, j'ai été récemment au Maroc voir ce qu'ils ont fait, mais c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire avec l'énergie solaire. On n'a pas besoin de tous ces investissements lourds avec le thermique ou l'hydraulique. Actuellement, vous connaissez dans le mix énergétique la proportion du solaire. En 2021, c'était 3%. C'est un scandale. Alors que les ménages et les petites entreprises, l'essor peut commencer par cela. Je l'explique toujours. Les coûts des facteurs de production pour que notre pays puisse avoir une croissance économique forte, durable et inclusive. Par exemple, la production de lait. Le Mali achète pour 30 milliards de lait en poudre chaque année. Nous avons le second plus important cheptel et le 10e plus important cheptel d'Afrique. Et le 2e plus important de l'Afrique de l'Ouest. Les tomates, les femmes produisent, on n'arrive pas à conserver. Combien de produits maliens sont là qu'on n'arrive pas à transformer, à conserver et à commercialiser à cause du manque d'énergie? L'énergie peut tout changer, c'est un facteur stratégiquement important et il faut que les autorités maliennes y accordent la plus haute importance car c'est avec cela que nous pourrions améliorer les conditions de vie des Maliens assez rapidement. D'accord. Le délestage étant continuel, nous aurons l'occasion de revenir sur la question si jamais ça se poursuit. Alors, le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a effectué une visite de travail dans le cadre du renforcement des relations entre le Mali et l'Algérie et en soutien à la paix et à la stabilité. À son arrivée, il a eu des entretiens avec certains ministres, mais ici, qu'est-ce qui peut motiver un déplacement d'un ministre des Affaires étrangères algérien dans notre contexte actuel? Moi, je pense que ça s'inscrit dans l'ordre logique des choses. Parce qu'aujourd'hui, le contexte malien, la situation dans laquelle le Mali se trouve, l'Algérie y joue un très grand rôle. Parce que l'Algérie, c'est le chef de file quand même de la médiation. Ça, c'est un. L'accord qui nous crée tous les problèmes, l'accord, le berceau, c'est l'Algérie. Donc, et aujourd'hui, tous ces groupes armés, en tout cas leur tutelle, c'est l'Algérie. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est un nouveau ministre des Affaires étrangères qui vient. D'abord, son successeur, qui a été pour moi l'architecte de la diplomatie algérienne des 10 dernières années. Prédécesseur. Oui, et son prédécesseur, disons, qui a été en tout cas l'architecte de la diplomatie algérienne des 10 dernières années. En tout cas, était quelqu'un de très trempé dans les problèmes de la sous-région et particulièrement le cas malien. Donc lui, il vient de prendre le relais. Il est tout à fait normal qu'il vienne harmoniser en tout cas les points de vue avec les autorités maliennes et surtout ces derniers temps, toutes les tensions avec la CIMA et les autres groupes. Donc moi je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses que le ministre algérien des Affaires étrangères vienne s'entretenir avec les autorités maliennes pour désamorcer et pour apaiser la situation, en tout cas concernant l'application de l'accord. Alors, Badou, ici l'a dit, Ramtan Lamamra connaissait bien le dossier pour avoir été acteur à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on ne va pas, disons, devoir tout reprendre à la lumière de la remise en cause des partis, à la lumière du refus du Mali de relancer les discussions à la demande de la CEMA? Est-ce qu'on ne va pas prendre du recul? Non, je pense qu'Ahmed Attaf, le nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, est un homme d'expérience. Et il est venu au Mali en tant qu'envoyé spécial d'Ahmed Tebboune, le président de l'Algérie. Ce n'est pas un fait de hasard. Tebboune sait ce qu'il fait. Donc il est venu effectivement, il a directement rencontré Abdoulaye Diop dans le cadre de la coopération bilatérale. Il y a eu même des séances de travail entre eux. Et l'accord d'Alger a pris bonne place lors des discussions, mais au-delà de l'accord d'Alger, on a parlé d'infrastructures, de communication d'hydrocarbures. Et l'Algérie peut-être va prochainement même augmenter le taux de desserte au niveau du Mali, etc. Il y a l'agence algérienne de développement qui sera réactivée pour pouvoir développer la zone de Kidal. Donc on a discuté de tout ça, parce que l'Algérie est le chef de file quand même de la médiation internationale par rapport à la crise du Nord. Donc l'Algérie occupe une grande place par rapport à tout cela. Mais il y a un autre aspect aussi. Je pense que de l'autre côté, le Maroc aussi ne verra pas d'un bon œil
la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, quand même, il faut le souligner. Donc, mais tout ça, c'est à l'avantage du Mali, pourvu que les autorités maliennes soient très intelligentes et très futées. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'Algérie est un partenaire stratégique du Mali, quoi qu'on dise, même si quelque part on se plaint du comportement de l'Algérie pour dire que l'Algérie n'a jamais joué avec le Mali depuis l'époque d'Ahmed Ben Bella, mais on peut quand même dire que l'Algérie a une partie de la clé pour la résolution de la crise du nord du Mali. Et ça, c'est très important. Pour terminer, je pense que les autorités maliennes de leur côté aussi doivent tenir le langage de la vérité à ce ministre des Affaires étrangères, lui parler de la nouvelle approche des autorités de la transition, lui parler du comportement de la CEMA, tout simplement parce qu'un avion de chasse malien a survolé la région malienne de Kidal pendant quelques secondes. Certains ont tremblé là-bas et la CEMA a voulu faire croire à la communauté internationale que le Mali va en finir avec Kidal. Ce qu'il faut. Donc il faut que les Maliens tiennent le langage de la vérité à ce ministre des Affaires étrangères pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe actuellement entre les autorités maliennes et la CEMA. Parce que l'État du Mali a rempli sa part du contrat. Maintenant, c'est aux ex-rebelles de la CEMA, vraiment, eux aussi, de remplir leur part du contrat. Parce que le Mali a toujours manifesté sa volonté d'aller à la paix. Maintenant, je crois que la CEMA comprendra qu'il faut aller à la paix avec tout ce qu'on nous a montré comme équipement militaire à Kati. Et si c'est réellement la réalité, je pense que la solution, on le trouvera dans les prochaines semaines. Donc pour dire que le Mali et l'Algérie, c'est un partenariat stratégique. Donc à la venue du ministre algérien des Affaires étrangères, au Mali, moi, ça ne m'a pas surpris. Dernière question, Modibo Makalou, quelle lecture vous faites de ce déplacement? C'était une visite très, très importante en symbole, mais aussi dans le raffermissement des relations entre l'Algérie et le Mali. Monsieur Attaf vient, comme on l'a souligné tout à l'heure, vient de prendre le relais de Monsieur Lamrara, qui était venu au Mali en janvier 2023, qui était venu inviter les autorités à aller tenir des discussions sur l'accord pour la réconciliation et la paix issu du processus d'Alger en Algérie. Et il a reçu une fin de non-recevoir de nos autorités et je pense que l'accueil a été même assez glacial. Et ça ne m'étonnerait pas que cela aurait fait que M. Tebboune, le président algérien, lui aurait retiré sa confiance. Entre autres, aussi, il y a des élections présidentielles prévues en Algérie bientôt, et aussi une visite d'État prévue par le président algérien en France aussi sous peu. Mais au-delà de cela, ce que j'ai retenu de la visite de M. Attaf, il a dit deux choses qui m'ont marqué. Il a dit d'abord la sécurité et la stabilité du Mali font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Secondo, il a dit l'Algérie mettra tout en œuvre pour rétablir la paix et la sécurité au Mali. Bon, ce sont des mots, ce sont des effets d'annonce. On va les prendre au mot, on va observer, mais vous savez, en géopolitique, les intérêts peuvent être divergents, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les rapports de force qui comptent et le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie et vous n'êtes pas sans savoir les enjeux concernant les ressources naturelles qui se trouvent au nord du Mali et que nous partageons en commun avec l'Algérie et la Mauritanie. Donc il s'agit pour les autorités maliennes d'être quand même assez alertes par rapport aux intérêts de nos populations. Et je pense que c'est le cas, mais nous allons voir si l'Algérie est de bonne foi. On le verra dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos invités. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour refaire l'actualité. Merci et à la semaine prochaine.